Je joue ou je regarde un film? Je joue ou je regarde un film? Je joue? Hein? Attends. C'est quoi ça? Non. C'est pas possible. Oh putain. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle critique. Cette fois-ci, on s'attaque à un film DC, l'un des pires films DC comics que j'ai vu de ma vie, et sans doute le pire Batman qui existe au monde. Même celui de 66, en fait, c'est un chef-d'œuvre à côté. Donc nous allons parler de Batman et Robin. Mais avant de parler de Batman et Robin, il faut quand même recontextualiser le film dans son époque. C'est-à-dire que à partir des années 80-90, Batman a connu un tournant à travers plusieurs supports comme les comics, la télévision ou même les films. Donc voilà, pour commencer, on a eu des comics un peu plus bruts, un peu plus dégueulasses. Enfin, par exemple, vous avez The Dark Knight Returns de Frank Miller, qui est très brutal. Même les dessins sont très sombres. Vous avez ce petit côté-là qui rend Batman un peu plus hardcore. Ensuite, vous avez aussi des trucs de Grant Morrison, comme Arkham Asylum, qui là vous montre ce qui est intéressant, c'est que ça vous montre un comics assez malsain en fin de compte, qui traite de la psychologie, mais pas que par les dialogues et le scénario, mais aussi à travers les dessins. C'est très rare à l'époque de voir des dessins qui sont réalisés de cette manière. Et aussi, vous avez des comics comme Un long Halloween, qui lui reprend un peu le délire de les polars, les thrillers, à la recherche de gros psychopathes. D'ailleurs, même au niveau des dessins, vous pouvez regarder, les couleurs sont assez froides. Sur cette planche par exemple, les couleurs sont assez froides. On sent vraiment le polar des années 50. Donc voilà, au niveau des comics, déjà, à partir des années 80-90, avant que Batman et Robin arrivent, on a connu un tournant, et donc le public a eu l'habitude d'obtenir des nouveaux comics qui étaient plus dans le délire Batman est un gentil, il a de la police et tout ce genre de choses. Donc ensuite, il y a aussi le cinéma. On est arrivé avec le cinéma, on est arrivé en 89 avec Burton qui a révolutionné le mythe de Batman sur grand écran. C'est-à-dire que on a un univers assez sombre, mais ça s'adresse en même temps aussi aux grands comme aux petits. Donc il y a même des références à Metropolis, l'esthétique est très gothique. Et ensuite on a Batman Returns qui suit, Batman le défi en français, qui suit cette continuité mais beaucoup plus sombre, ce qui a déplu à Warner parce que ça s'adressait moins des enfants, même si c'est mon préféré des deux Burton. Et donc du coup, on a laissé ça à Schumacher, mais aussi grâce à Burton, on a eu la meilleure série télévisée, série animée, sans doute la meilleure que j'ai vue de toute ma vie, tout genre confondu. C'est-à-dire que la série animée de 92 de Bruce Timm, c'est tout ce qu'on veut avoir dans un dessin animé. Ça prend pas les enfants pour des débiles, comme les animations qu'on a en général aujourd'hui. C'est brut, ça parle de mafia, de drogue, il y a des morts, les méchants sont aussi rongés psychologiquement que Batman lui-même. On a vraiment un aspect de Batman dans cette série animée qui donne envie de regarder pour un adulte comme pour un enfant. Et d'ailleurs, l'enfant comprendra plus tard certaines choses qu'il n'avait pas compris d'ailleurs quand il était gamin. Donc c'était vraiment les années 80-90, c'est vraiment ce qui a marqué un grand tournant pour Batman, et Schumacher a dans la colle quoi. L'histoire de Batman et Robin, c'est quoi? C'est Mr. Freeze qui décide de prendre
des cristaux, des diamants, afin de recharger sa machine, afin de geler tout Gotham, afin de demander une rançon, et la rançon servira pour qu'il puisse sauver sa femme d'une maladie incurable pour le moment, et qu'il la prolonge dans un état cryogénique, dans un joli bocal. De son côté, Poison Ivy, elle veut donner le pouvoir aux plantes. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Son but, elle, c'est d'exterminer l'humanité, ou en tout cas une grande partie de l'humanité, pour que la nature puisse reprendre ses droits. Et comme Batman fout la merde, Freeze et Poison Ivy décident de lutter ensemble pour réussir leur mission respective. Voilà. Vous êtes fixés. Il y a des méchants qui veulent faire des trucs méchants. Et des gentils qui veulent faire des trucs gentils. Commençons tout d'abord par les incohérences scénaristiques qui constituent une grande partie du dégoût des fans. Alors, tout premièrement, Mr. Freeze. J'ai un gros problème, je ne comprends pas. Voler des diamants pour alimenter ta machine, pour ensuite geler Gotham et demander une rançon pour sauver ta femme. Pourquoi tu ne voles pas les diamants et tu les revends? Ou alors, pourquoi ne pas vendre ton matos technologique qui est assez révolutionnaire et te servir de l'argent pour sauver ta femme? T'es censé être un scientifique, je te rappelle. Pourquoi choisir compliqué et l'illégal quand tu peux faire dans le légal de manière très intelligente? Ensuite, Batgirl. Alors Batgirl, c'est quand même la meuf, si vous préférez, Alfred, déjà il en a jamais parlé, alors il est encore plus fort que Bruce pour cacher des choses, alors que ça fait plusieurs années qu'il s'occupe d'elle, mais bon, ça on s'en fout, c'est pas ça le plus gros problème, c'est que Alfred lui défend de monter sur une moto, mais par contre, il lui fabrique un costume, il enregistre une vidéo parce qu'il sait qu'elle va devenir Batgirl, donc il trouve que devenir Batgirl, c'est moins dangereux que de monter sur une moto. Ou alors du jour au lendemain, il s'est dit, bon bah allez, tant pis en fait, je m'en bats les couilles, elle peut risquer sa vie. Pourquoi? Oh putain, je viens de faire mon Cyprien. Et aussi, pour Batgirl, on peut noter le petit masque, qui ne sert à rien. Vous avez une blonde avec juste un masque, et quand même le bas du visage qui est reconnaissable, et Batman qui fait, mais t'es qui toi? Bah tu me reconnais pas Bruce, c'est moi, Barbara. Il y a aussi un moment où, par exemple, Batman montre à Mr. Freeze qu'en fait c'est Poison Ivy qui a débranché sa femme, et il lui montre une vidéo en fait, sauf que la vidéo c'est pas une caméra de surveillance ou quoi, c'est un truc que Schumacher a filmé. Donc j'imagine bien la scène du genre Batman. Schumacher, tu peux me filer ton rush, que je le montre à Mr. Freeze? Et Schumacher qui fait, oh bah ouais, pas de problème, ce sera super cohérent dans mon film. Tiens. Alors oui, je vous ai parlé de quelques incohérences du scénario, parce que sinon je vais en avoir pour 2 heures à tout énumérer. Mais il y a aussi ces putains de dialogues. Alors là, je vous laisse une petite compilation avec des jeux de mots sur la glace, des jeux de mots sur le sexe, jusqu'à Schwarzy qui fait very nice. Pour bien insister sur le ice, si vous n'avez pas compris. Wow. The Iceman cometh. You get the ice, I'll get the Iceman. What killed the dinosaurs? The Ice Age. Very nice. I'm feeling hot. I find that unlikely. Ooh. Talk about your cold shoulder. Youth does have its advantages. Endurance, stamina. Forget the geriatric bat. Come, join me. My garden needs tending. Great stems, though. Buds, too. Yeah, those are nice. Ça fait mal, hein. Bah ouais. Moi j'ai dû le revoir pour vous parler de ça. L'esthétisme et la mise en scène s'inscrivent clairement dans un hommage à la série des années 60, et donc du long métrage de 66, avec Adam West, mais aussi dans les Sentai. Un hommage au Sentai. Alors le Sentai c'est quoi? C'est tout ce qui est Power Rangers, Bioman, ou encore Sankukai pour les plus anciens qui regardent cette vidéo. Alors, ok, bon, j'ai un petit problème avec ça, parce que comme je le disais dans l'intro, ça ne correspond pas à ce qu'on fait
ce qu'ont fait Batman dans les années 90 et 80. Et c'est pas du tout ce que demande le public. Donc peut-être que si on avait fait ça dans les années 60-70, ok, pourquoi pas. Ou encore maintenant, parce que le kitsch revient à la mode, mais bon, pour ma part, ça m'aurait dérangé quand même. Mais, enfin, ce que je comprends pas, moi, c'est Batman Urban coûte 127 millions de dollars, le long métrage de Power Rangers de 95 coûte 15 millions de dollars, et parfois on a les mêmes résultats. Donc j'ai envie de demander où est passé cet argent. Je pense pas que plus de 100 millions de dollars soient passés dans la paye des acteurs quand même, faut pas déconner. Donc vraiment là j'ai un souci. Il suffit de regarder les costumes. Je vais vous donner un petit exemple maintenant. Donc voilà, dès le début du film, on sait à quoi s'attendre avec cette mise en scène et ces costumes. On a aussi Mr. Freeze. Franchement, le costume, c'est quand même du niveau de la série Power Rangers. Donc c'est même pas le film, c'est la série. Le budget est encore plus restreint. Enfin, regardez ça. Putain. Il y a aussi Poison Ivy. Enfin, elle est censée être sexy et tout, et on lui met des gants avec du rouge au bout, des gants en latex avec du rouge au bout. J'ai pas compris le principe. On lui fout des choucroutes. Je sais pas, moi, Poison Ivy, dans mon enfance, c'était quelqu'un de sexy et tout. Même dans la série animée, elle paraît super sexy. Et là, non. Et il y a aussi le fait que ce qui est étrange, c'est que eux, ils ont du budget. Par exemple, Schwarzenegger, il me semble qu'il fallait 6 heures pour qu'ils mettent le costume, tout ça. Un cosplayer, il fait ça. Alors, respect tout de suite au cosplayer qui a fait ça. Je connais pas son nom, j'ai trouvé ça sur internet, mais bravo à lui, parce que là, au moins, on est dans du cosplay qui déchire. On n'est pas dans un truc qui brille de partout, là, et qu'on dirait une bagnole tunée à la Fast and Furious avec des néons de partout. C'est dégueulasse. Voilà, les costumes sont dégueulasses. Dans les décors et les accessoires aussi, on a ce petit souci, c'est que vous avez des néons verts qui pètent de partout. Alors franchement, si vous avez des amis épileptiques et que vous voulez vous voulez les envoyer aux urgences, vous leur faites regarder ce film. Au bout de 10 minutes, c'est bon, hein, c'est fait, c'est plié, hop, on remballe. Et on a aussi beaucoup de gadgets inutiles. Je vais vous laisser l'extrait parce que rien que d'en parler, ça me désespère. Super Soldier Serum, codenamed Venom. I'm Mr. White Christmas. I'm Mr. Snow. I'm Mr. Icicle. I'm Mr. 7 million. Et oui, je vous ai laissé la petite surprise à la fin là avec la bad card. Oh là là, j'adore cette carte de crédit. Non, je décode. Et dans cette optique de faire un film à la Adam West, on a aussi beaucoup de sonorités cartoonesques qui rappellent les pif, paf, boum, et aussi des musiques un peu des instruments à cuivre. Je pense que c'est des trompettes qui font très. Enfin, voilà, je vais juste vous montrer. Attention, c'est très court et ouvrez bien les oreilles. I got mine. Where's yours? Donc voilà, on est vraiment assez loin de ce qui s'est fait auparavant. Burton, quand il a vu ce film, à mon avis, il a dû pleurer comme nous tous. Adieu, Batman. On t'aime.
thème. Les déplacements des personnages et le montage, eux, en revanche, s'inscrivent justement dans ce que j'appellerais un mouvement Sentai. C'est-à-dire que, vous avez, par exemple, le laser de Mr. Freeze dans sa première apparition en combat contre Batman. Vous sentez que c'est accroché sur un fil, et hop, ça se pose sur une statuette, j'ai pas compris. Mais le pire, c'est certains personnages, comme Dick, ou Robin d'ailleurs, enfin il s'appelle Robin, Dick Grayson, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il s'appelle Beat celui-là. Mais voilà, vous avez un mouvement qui reproduit un peu ce que vous retrouvez dans les Sentai comme Power Rangers. Juste un petit extrait pour vous montrer un peu de quoi je parle. Hit me, boys! That does it. Dragon Stinger! Did you miss me? 127 millions de dollars, 15 millions de dollars. Pour le montage, c'est clairement dégueulasse. Je prends juste un exemple. Je vais vous montrer la vidéo juste après. C'est le diamant, le gros diamant, le plus gros diamant que Freeze trouve au début du film à peu près. Quand il le voit, vous avez une sorte de caméra subjective en fin de compte. Et au lieu de faire un travelling qui serait pas trop dégueulasse ou juste un plan fixe, et ben voilà ce qu'on a. Attention, c'est très rapide. Et c'est très moche. Schumacher veut clairement donner du rythme à son film, comme s'il n'y en avait pas assez. Et le problème, c'est qu'au lieu de donner du rythme, il nous fait décrocher du film. Le Batman de 66, il est aussi faux que celui de Schumacher, mais on a un certain recul parce qu'on le recontextualise et que on sait très bien qu'à l'époque, les budgets et les techniques d'effets spéciaux n'étaient pas les mêmes. Et le problème avec Batman et Robin, c'est que, ok, s'ils s'inscrivaient ailleurs que dans cette continuité, justement, qui donnait un Batman très sérieux, assez sombre, et d'un coup, boum, on passe à un truc cartoonesque, complètement faux, auquel on ne croit jamais, eh bien, j'ai envie de dire, c'est comme si, par exemple, The Dark Knight, vous aviez Batman Begins, The Dark Knight, et ensuite vous avez un Batman qui fait des blagues tout le temps, et un Bane, le même Bane que dans Batman et Robin. Mais non, ça peut pas marcher, c'est une continuité, il faut rester un peu logique à un moment. Enfin, j'en sais rien, moi. Le développement des personnages et le jeu d'acteurs. Alors, le choix de casting, c'est sans doute la meilleure chose qu'ils aient fait dans le film. Parce que on a choisi des méchants, enfin des acteurs pour jouer les méchants qui sont assez connus, et des acteurs pour jouer les gentils qui sont assez méconnus. George Clooney n'est connu que par le biais d'Urgence à l'époque, il n'y a rien d'autre. Et pour avancer cet argument du casting qui était plutôt intéressant, en dehors du fait que ça joue super mal, je vais vous prendre un exemple de ce bouquin, du héros au super-héros mutation cinématographique. Donc c'est à la page 187, dans le rôle avant le corps, vous avez la valeur sûre du film de super-héros demeure le personnage du super-héros lui-même. L'acteur qui le représente détiendrait alors une place mineure dans la réussite du film, son devoir étant davantage de mettre en valeur le masque plutôt que lui-même. Donc voilà, on a clairement ça. Michael Keaton n'était pas vraiment connu, on l'a connu avant dans Beetlejuice, mais dans Beetlejuice on ne le reconnaissait pas. Val Kilmer, à l'époque il y a eu The Doors, mais en même temps, enfin c'était pas un film très grand public. Je peux prendre aussi Tobey Maguire qui était connu que pour Pleasantville, et encore Pleasantville en France, je sais pas trop ce que ça a donné au niveau connaissance. Enfin, niveau reconnaissance, pardon. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est très bien d'avoir pris George Clooney. Après, ça joue très mal. On a George Clooney au top du mauvais jeu d'acteur. Même lui a encore honte. De toute façon, tous les acteurs ont encore honte d'avoir joué dans ce film.
peu importe ce que tu lui dis à George Clooney dedans, qui sont en Bruce Wayne ou en Batman, il a toujours le smile. Le gars, il est heureux quoi qu'il arrive. Même quand Alfred est soi-disant mourant, et il a le sourire. Ou quand Gotham est en danger, alors que c'est censé être sa ville, qu'il aime sa ville comme une mère en fin de compte, parce que c'est ça en fait, hein, ce qui a créé Batman, c'est Gotham, et Gotham c'est la mère en fin de compte. Donc normalement il est censé être attaché à sa ville, et même quand elle est fort en danger, il lui prend le temps de trouver des blagues et d'avoir toujours le sourire, quoi, peu importe ce qui se passe. Et ça colle pas du tout au personnage. Ou en tout cas pas à cette époque, ni dans cette franchise, dans cette saga qui a commencé en 89. Robin. Bon, là le choix du casting était quand même mauvais, j'avoue. Pourquoi ? Parce que l'âge qu'a Chris O'Donnell correspond plus à un Nightwing qu'à un Robin. Et d'ailleurs, ce qui est un peu bizarre, c'est que bon, il fait quand même très vieux, et il a un caractère d'ado prépubère en pleine crise d'adolescence. Et bon, qu'est-ce que je peux rajouter de plus que ce que je peux vous montrer là ? I want a car. Chicks dig the car. Pull back. You can't make the jump. I can make it! No! Don't do this to me! No! You just can't stand that maybe she wanted me instead of you. I mean, that's your idea of friendship, isn't it, Bruce? It's your house, it's your rules. I mean, it's your way or the highway. It's Batman and Robin, not Robin and Batman. And I'm sick of it. This is no partnership. You're never gonna trust me. You just couldn't stand it. She was gonna kiss me and not you. Look, here's what I know. She loves me and not you, and it's driving you crazy. That's why you stopped us from kissing, because if you can't have her, no one... Voilà. Un Robin puéril, toujours en train de se plaindre. Oui, d'ailleurs, le Nostalgia Critique avait dit dans sa critique qu'on pouvait remplacer tous les dialogues de Robin par il a clairement raison. Donc voilà, c'est vraiment un gros problème de casting, de dialogue et de développement du personnage. Bon, Freeze, qu'est-ce que je peux dire ? C'est quand même le gars qui a le plus surjoué. Enfin, on le connaît pour le fait qu'il surjoue, ou qu'il ne joue pas du tout. D'ailleurs, James Cameron l'avait choisi pour Terminator parce qu'il savait pas vraiment bien jouer. Et là, c'est un peu con parce que c'est quand même l'un de ses pires rôles, quoi. Je crois que c'est la pire fois où je l'ai vu. Enfin, je crois que c'est la fois où je l'ai vu jouer le plus mal, quoi. Par contre, c'était intéressant d'un point de vue marketing parce que ça intéressait les plus âgés qui ont vu des films comme Predator, comme Conan, ou les films bien bourrins, quoi, comme Total Recall ou ce genre de choses. Total Recall, non, si, Total Recall est sorti avant. Et ça intéresse aussi d'autres, les enfants par exemple, qui l'ont vu à travers, je sais pas, oui, il y a Junior de Ivan Reitman, ou Jumeaux aussi, et plus connu pour les enfants, La course aux jouets. Donc ça attire les deux types de public à ce niveau-là. Mais qui est mauvais ? De toute façon, en fait, Schwarzenegger, c'est toujours ça, c'est que heureusement qu'il a une bonne voix, heureusement qu'il a un bon doublage français, parce que sinon ça perdra en qualité. Bon, pour Bane, qu'est-ce que je peux dire ? C'est un bouffon. C'est un blasphème au personnage de Bane. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. C'est un clown, sans cervelle, on se rapproche d'un Frankenstein de seconde zone, quoi. C'est Frankenstein mais sans le cerveau, parce que même Frankenstein, enfin le monstre de Frankenstein, arrive à réfléchir plus que ça. Avant de conclure, j'aimerais aussi dire que c'était à la fois un échec au box-office et un échec marketing. Alors tout d'abord, un échec au box-office parce que, comme vous voyez sur ce graphique, que j'ai fait moi-même, parce que je suis trop fort,
vous verrez que Batman et Robin aux US a perdu de l'argent. S'il n'y avait pas le marché extérieur, vous êtes sûr que Batman et Robin auraient fait un déficit en fin de compte. C'est celui qui a coûté le plus cher, c'est celui qui a rapporté le moins d'argent. Et ouais, comme quoi, il n'y a pas que mon avis qui parle, il y a aussi les chiffres. Et d'ailleurs, ça a avorté la suite, heureusement d'ailleurs, parce qu'il devait y avoir une suite encore par Schumacher, et ils l'ont annulé au vu du résultat au box-office. Pour les figurines, tout d'abord, le film était en PEGI 13 aux États-Unis, c'est-à-dire que chez nous, ce serait l'équivalent du moins de 12 ans. Je pense que chez nous, au niveau sortie en salle, on a eu un avertissement pour le jeune public, mais ça va pas plus loin que ça. Et le problème, voilà, c'est ça, c'est que les figurines s'adressent à du 6-12 ans environ. C'est les plus gros consommateurs en fait, pour l'achat des figurines. Et si ils ne vont pas voir le film, ça les touche déjà moins. Alors que, et nous, enfin, ça les touche déjà moins. Et nous, en tant que geek, en tant que collectionneurs, plus âgés, après avoir vu le film, on ne veut pas de ces figurines qui sont totalement moches. Il suffit de regarder ça, là, c'est très moche. À part Bane, mais Bane, pour une fois, bon, ce qu'ils ont fait de bien, c'est qu'ils se sont référencés aux comics, et là, Bane avait vraiment de la gueule. Donc là, il y a un petit problème, parce que le fait que les enfants n'aillent pas voir ce film vont être moins touchés, et donc le risque que la clientèle soit élevée, enfin, la chance que le nombre de clients soit élevé sera réduit. Et il y a aussi ça, c'est que les figurines que vous voyez là c'est Kenner qui les a fabriquées. Et de 91 à 97, pour Batman, il y avait Kenner et Mattel. Et à l'époque, ce que je comprends pas, c'est que c'est sûr qu'on n'achètera pas les figurines du film Batman et Robin, puisque Kenner et Mattel, à l'époque, faisaient aussi les dérivés de Batman, la série animée, et elles sont bien mieux. Donc c'est sûr qu'on va acheter celle de Batman, la série animée, plutôt que Batman et Robin. Donc à ce niveau-là, c'est un échec total au niveau des figurines. En matière de jeux vidéo, Batman et Robin, trop génial. C'est pas moi qui ai dit ça. Alors Batman et Robin, le jeu sur PlayStation ainsi que sur Dreamcast, et la Game.com ou un truc comme ça, une console portable qui a pas duré longtemps, je pense. Alors ce jeu, je ne veux même pas en parler. Je vous invite juste à aller voir le joueur du grenier qui lui en parle tellement bien et qui rage tellement. En même temps, comment tu peux faire autrement? Moi quand j'étais gamin, je pensais que c'est parce que j'étais très nul. En fait, j'ai compris que c'était que le jeu était très mauvais, à la fois dans son gameplay, dans son esthétique, dans le son. Enfin, vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo du joueur du grenier sur Batman et Robin, le jeu vidéo. Alors en France, niveau marketing, il y a peut-être deux choses qui ont marché. Alors premièrement, c'était les gobelets à Quick, je me rappelle, parce que en fait, c'était comme le Happy Meal si vous préférez à McDo, vous aviez un gobelet Batman et Robin, et moi, bon bah, je suis tombé dans le piège. J'ai dit à mes parents, allez, cette fois-ci on va à Quick. Et pourquoi tu veux pas un McDo? Ben parce que là il y a des gobelets Batman et Robin. Donc voilà, j'ai un gobelet Batman et Robin chez moi. C'est la seule chose que je dois avoir de Batman et Robin. À part ce DVD là que j'ai acheté d'occasion à 2€ ou 1€. Et en autre objet, il y a aussi des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Que je pense qu'on peut déjà dire que seuls les plus de 20 ans peuvent connaître maintenant, c'est les POG. Les POG. Il y avait des POG Batman et Robin. Moi j'ai encore des POG Spider-Man, des POG Batman Forever, des POG Batman la série animée, et POG World, je crois que c'est le nom de la boîte, a fait des POG Batman et Robin. Et ça par contre ça a dû marcher parce que des POG on en achetait peu importe la gueule qu'ils avaient. Mais bon, ça constitue pas un gros chiffre d'affaires non plus. Pour conclure
Batman et Robin, c'est un mauvais film à la fois parce que l'esthétique, la mise en scène ne correspondent pas à ce qu'on veut en 97, que ça ne correspond pas non plus à ce qui a été fait auparavant sur cette saga, qui a quand même une certaine continuité. Aussi, un jeu d'acteur mauvais. Bon, on peut relever que le casting était bon en matière du héros qui doit plus privilégier le personnage plutôt que sa stature d'acteur, et des méchants assez connus comme Schwarzy et Uma Thurman. Mais par contre, on peut aussi dire que ces personnages sont très mal développés. On peut penser à Bane qui est un gros blasphème, on peut aussi penser à la musique qui fait très cartoonesque, tout cet univers cartoonesque fait de faux, de carton-pâte. De toute manière, en fait, Batman et Robin est un mauvais film indéfendable. Enfin, peut-être défendable si vous prenez l'angle de je prends du recul, c'est pourri donc c'est marrant, parce que ça, il y en a beaucoup qui utilisent ce nouvel argument. D'ailleurs, ça me fait un peu chier parce que là, on commence quand même à dire que Batman et Robin est bon. Je comprends toujours pas. Bah voilà. Hein. Et bien sur ce, après avoir parlé de cela, bah moi je vais me taper un bon The Dark Knight, ou un bon Batman Returns, ou un bon Batman, ou même un Batman en série animée, ou même le long métrage, le fantôme masqué. Ouais. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir mon faux résumé sur le Batman de 89, avec dans le premier rôle, non pas Michael Keaton, mais Julien Lepers. J'ai aussi testé le jeu Batman Begins sur Game Boy Advance. Enfin bref, j'ai plein de vidéos sur Batman, et je vous invite aussi à aller voir d'autres critiques, notamment celle que j'ai sortie il y a quelques jours sur Avengers, l'ère d'Ultron. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Donc, attendez, hein, je regarde les chiffres. Le premier Batman a fait 35 millions de dollars. Enfin, a coûté 35 millions de dollars. La recette US, 251 millions de dollars. Et la recette mondiale, 413... Non, bah non, en fait, je suis con, j'ai fait un graphique.